chroniqueurs Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, 8h16 sur Sud Radio, c'est l'heure du petit déjeuner politique avec notre invité Stéphane Le Foll, maire socialiste du Mans et ancien ministre de l'Agriculture. Oui, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. On connaît peut-être le nom du Premier ministre, une femme ex-socialiste. Tiens donc, les socialistes justement et leur boussole, qui sont-ils aujourd'hui? Y a-t-il eu une opposition au cimetière des éléphants et jungle de l'Union populaire? Cette union autour de Jean-Luc Mélenchon est-elle solide? Autant de questions qu'on va voir. Stéphane Le Foll, vous retrouvez un peu de votre jeunesse là quand même en ce moment, parce que vous êtes devenu un dissident, comme François Hollande, et justement face à l'accord du PS avec la France Insoumise. Est-ce que vous persistez et décidez de soutenir les dissidents, à l'image par exemple de Lamia El Arraj, candidate PS sortante dans le 20e arrondissement à Paris, qui n'a pas eu l'investiture qui a été accordée à l'une des proches de Jean-Luc Mélenchon, à Daniel Simonet? Moi, c'est très simple. Dans la vie politique, il y a deux manières de l'aborder. L'opportunisme et l'opportunité. À chaque fois qu'il y en a, faut les saisir. Il y avait un ancien homme politique bien célèbre qui disait toujours que les girouettes ne changent pas, c'est le vent qui tourne. Ouais. Donc ça, c'est une première possibilité. Puis il y en a une deuxième, c'est de rester fidèle à des engagements, à des convictions. Et de faire en sorte que quand on défend des lignes politiques, on y reste attaché, on y reste en fidélité. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que des gens ont pu participer à un gouvernement, ont pu faire des choses, et puis ou dire ensuite des choses, et puis dire le contraire tout de suite après. Mais ça. Vous pensez à qui là? Vous pensez à qui? Je pense que, par exemple, comme Martine Aubry dit que elle est d'accord avec un accord, tout en disant que quand même sur la question européenne, il y a des problèmes. Quel est l'engagement? C'est la question européenne ou c'est l'accord? C'est des circonscriptions ou c'est une façon de voir et de penser l'avenir? Ou est-ce que c'est simplement une opportunité, à un moment donné, auquel on s'accommode, et puis après on repart? Moi, je considère qu'il faut rester fidèle à ses convictions, les défendre. C'est pas... au contraire, je pense que pour la politique, c'est ce qui, un jour, permettra d'y voir beaucoup plus clair, parce que dans ce moment présent, quand on voit des gens qui quittent tel ou tel parti pour rejoindre Emmanuel Macron, pour avoir un Marocain, comme on disait, tel ou tel autre, qui... Vous pensez à qui? Manuel Valls, notamment, Manuel Valls, alors là, lui, Marisol Touraine. C'est même au-delà. Manuel Valls, c'est des allers-retours. C'est je vais en Espagne, je me présente à Barcelone, je reviens. Après, je suis candidat pour les Français de l'étranger sur le Portugal et l'Espagne. Voilà, Manuel Valls, on ne le suit plus. Et quelles sont les convictions? Où est-il? C'est pareil. Donc tout ça, moi, ça me navre. Et j'imagine que les électeurs qui regardent et qui voient tout ça, j'imagine qu'ils vont plutôt à la fin aller chercher ceux qui ont un peu de conviction quand même. Et Marisol Touraine, notamment, alors parce que la vidéo a tourné en boucle sur les réseaux sociaux lors de l'investiture. Ah, vous l'avez pas vu? Bon. Non, j'ai vu simplement les photos où j'ai vu le très beau, comment dirais-je, costume de Roselyne Bachelot en vert, vraiment là. Marisol, j'ai pas vu. Bon, ce sont des petits arrangements entre ennemis, c'est ça? Pour sauver sa peau? C'est ce que vous dites? Vous dénoncez ce matin? En l'occurrence, pour ce qui est de Marisol, elle est au Conseil d'État. Voilà, je veux dire, si elle choisit de s'engager dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, elle le fera librement, avec la responsabilité qui est la sienne. Après, ceux dont on parlait, qui sont en train de naviguer, qui cherchent telle et telle opportunité... c'est, je crois, la mauvaise image de la politique qu'ils donnent. Et ils font pas de bien à la démocratie de manière beaucoup plus globale encore. Oui, Lamia El Arraj, je la citais là tout à l'heure dans le 20e arrondissement. Vous allez la soutenir? Ah, si elle souhaite, je soutiens, et je la soutiendrai, comme j'irai soutenir, je l'ai dit, ceux qui restent fiers d'être socialistes, mais fiers d'être socialistes, pas simplement pour revendiquer une étiquette, mais fiers des convictions qui ont été les leurs. Bon, mais en même temps, vous ne respectez pas la démocratie du parti interne, puisque ça a été décidé finalement de mener cette alliance. Alors la démocratie interne de ce parti, combien de militants aujourd'hui? 15 000, moins de 15 000? Mais il y a eu un conseil national. Oui, un conseil national qui est constitué, construit avec des gens dont j'ai regardé, j'ai passé la durée toute la durée du conseil national pour regarder quand même ce qui se passait. Des gens que je connais plus, c'est normal, il y a des changements, une forme d'instance aujourd'hui dont on a un accord
qui consistait au Conseil national à voter pour 70 circonscriptions et en disant c'est formidable, si on a fait 1,7% au présidentiel, donc vous voyez, c'est super bien négocié. Aucune contrepartie. Quelle était la contrepartie? C'est que sur 500 autres circonscriptions, il n'y a plus de socialistes. C'est ça qu'il faut dire. Là, j'avais une discussion avec des gens qui, par exemple, dans des territoires où il y a une implantation historique des socialistes, pas une circonscription pour les socialistes. Alors ça fait réagir, hein. Mais ça fait réagir pas sur les 70 qui ont été donnés, dont on apprend, il y a beaucoup de négociateurs qui ont leur propre circonscription qui étaient dedans. Tout ça, Jouvet, par exemple, c'est ça, Jouvet, Faure. Jouvet, Faure, Olivier Faure, c'est pas normal. Ouais. Valérie Rabault également. Valérie Rabault, oui, mais fait partie. Boris Vallaud, Valérie Rabault est avec Carole Delga. Carole Delga qui s'est affirmée et a défendu des convictions aujourd'hui de manière courageuse. Et je tiens à le dire ce matin à Sud Radio. Oui. Bon, en tout cas, Rabault est quand même investi par l'Union populaire. Donc, oui, investi par l'Union populaire, tout en disant qu'elle ne souhaite pas avoir l'étiquette de l'Union populaire, je crois. Hein. Oui. De la même manière que Dominique Potier. Et il y a beaucoup d'autres députés sortants socialistes qui disent, bon, on est dans un accord, mais enfin, nous, on reste socialistes. Ça me paraît être la bonne manière de faire. Oui, donc cet accord, au fond, il sert qui? Il sert à quoi? À sauver quelques circonscriptions, je l'ai dit. Oui. Il y aura moins de députés socialistes avec cet accord qu'il y en avait avant. Ouais. Voilà. Bon, et vous dites, comme votre ancien collègue du PS, justement, Richard Ferrand, c'est du rafistolage, c'est ça? Richard Ferrand, belle histoire aussi de Richard Ferrand. Vous savez où il était au Parti Socialiste, quand il était au Parti Socialiste? Avec Henri Emmanuelli. Oui. Mais je l'ai vu basculer avec Emmanuel Macron. Alors je lui ai dit un jour, mais alors dis donc, toi qui défendais l'aile gauche du parti, là, maintenant, tu trouves qu'Emmanuel Macron, c'est très bien. C'était encore quand il était député, que j'étais ministre, et que j'ai reçu. Voilà, c'est le mystère de tout ça. Aujourd'hui, c'est un personnage important de la République en marche. Mais qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les fait avancer? La séduction d'Emmanuel Macron a marché sur Richard Ferrand, même si, je vous l'ai dit, il était à la gauche du parti. Ce ne sont plus les convictions, ce sont des postes, la question que je me pose, c'est ça. Qu'est-ce qui reste quand on fait de la politique? Alors moi, je vais rester avec cette idée que quand on fait de la politique et qu'on dit des choses, c'est parce qu'on les pense profondément, c'est parce qu'on a envie de les défendre et que on change pas en fonction, comme je le rappelais tout à l'heure, de la direction du vent. Ouais. On est avec un cap, on est avec un engagement, et ça mérite d'être cohérent. Le problème aujourd'hui, c'est l'incohérence générale. Jean-Luc Mélenchon, à ce titre, il était à la gauche du parti, il reste à la gauche de la gauche, et il est ce qu'il a toujours été. Bon. Donc lui, il a mené sa campagne, il a fait le résultat que vous savez, il a cette cohérence. Mais cette cohérence qui ne permettra pas à la gauche de gouverner. Et cette cohérence qui est en même temps une incohérence. Ça dépend, parce qu'ils peuvent être présents quand même au second tour dans beaucoup de circos. Hein, donc, on regardera, parce que vous allez voir que dans cette campagne, les incohérences vont commencer à apparaître. C'est complètement invraisemblable que Jean-Luc Mélenchon ne devienne Premier ministre et que donc la gauche, avec cette union populaire, prenne la majorité à l'Assemblée. Oui, je pense qu'il l'a annoncé pour avoir un objectif, pour se remettre au cœur du débat, et il a réussi à ce titre-là, d'ailleurs, parce que certains l'ont cru, mais ça paraît totalement invraisemblable. Stéphane Le Foll, dites-moi ce qui se passe, vous, pour votre circonscription, votre ancienne circonscription dans la Sarthe. La République En Marche ne met pas de candidat face à votre suppléante. Cette circonscription, elle a été à un moment donné aux communistes dans l'accord, après elle est revenue dans l'accord, maintenant j'apprends que la République En Marche ne mettrait pas de candidat, ou n'a pas de candidat. Oui. Non, mais j'en sais rien. Oui, mais je peux pas vous dire. Et moi, c'est un soutien tacite, ça, non? Non. Mais attendez, écoutez, alors. Ah bah non, moi maintenant, je pose la question. Je ne suis pas comptable des décisions des autres. Je vous répète que moi, je ne suis pas avec Emmanuel Macron. Il y a des choses sur lesquelles, avec Emmanuel Macron, sur la question européenne, je partage. Il y a d'autres choses. Et je le dis, le jeu qui consiste à dire on ne peut gouverner qu'avec moi renvoie des oppositions dans des radicalités qui, un jour, lorsque la clé de voûte va commencer à se fracturer, mettent en danger la totalité de la démocratie. Donc moi, je
ne suis pas avec Emmanuel Macron. Ouais. Je défends des idées qui sont très claires. Ouais. Je l'ai dit, si j'avais voulu, j'aurais pu rejoindre, hein, sans aucun problème. Mais c'est pas ce que je veux. dites-moi, si votre téléphone sonnait justement pour vous appeler dans un prochain gouvernement, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais non. Moi, j'ai Non, ma ligne c'est- politique, c'est non. C'est C'est non. Même Parce que si je je pense- vous dis, bon écoutez, Mais même on si, va, alors, on je va vais vous mener dire, une politique mais en partie de gauche, oui. de gauche, en partie de gauche, Ouais, avec ouais. la retraite. tout Ouais. ça. Il a tactiquement, pendant cette campagne présidentielle très courte pour lui, joué le siphonnage des voix de droite avec la retraite et puis le RSA. Il a réussi. Puis maintenant, on est sur plutôt une tendance à aller vers et à séduire la gauche. Mais tout ça, à force de là aussi, faire des allers-retours sans donner un cap et une cohérence. Autant en 2017, à la fois le choix de l'Europe, l'idée de la réussite, de la jeunesse, ça portait un message politique. Je l'avais écrit avant que ces décisions soient prises. Aujourd'hui, je constate que j'ai du mal à sentir quel est l'enjeu, quel est le cap, quelle est la France. Qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron? Stéphane Le Foll, que va faire votre ami François Hollande en Corrèze? Alors là, Est-ce qu'il va aller en Corrèze alors qu'il y a un insoumis qui a été... Mais dans l'accord, je crois que les deux circonscriptions aujourd'hui de Corrèze, une est un vert dans le cadre de l'accord et l'autre un insoumis. Un insoumis. Moi, alors là, François Hollande fera ce qu'il veut. Mais il a envie d'y aller ou pas? Je Parce ne qu'il sais l'avait pas, annoncé dans un premier temps, il le laissait entendre. Oui. Je n'en sais Sauf rien. que là, il se retrouve Moi, en je lui ai danger laissé quand qu'un même. seul conseil, c'est de pas y aller, mais après, c'est lui qui Ah, décidera. vous lui conseillez de pas y aller? Ah, mais moi, je lui ai dit un Ouais. jour, il y a déjà pas mal de temps, Ouais. moi, je pensais que ça ne lui apporterait pas grand-chose. Ouais. Et à partir de là, mais c'est pas moi qui décide, c'est lui, Ouais. et je ne suis plus ni son directeur de cabinet, ni un ministre. Bon, vous avez dit, oui, justement, que si le téléphone sonnait, vous ne répondez pas à Emmanuel Macron. Non, c'est pas que je réponds pas, je réponds, je suis poli, et quand je reçois un ministre, je le reçois. Bon. Mais Et- c'est non. Ouais. C'est Bon. non. Et qui pour Matignon? On parle beaucoup de femmes, d'ex-socialistes. Audrey Azoulay, qui a travaillé Que j'ai rencontré, c'est oui, vrai, je m'en vous connaissez? souviens, qui est arrivée. Bah, je connais, oui. Oui. Elle était à l'Élysée, je ne connaissais Bon pas. avant. profil ou pas? Ah non, mais moi, j'ai pas de commentaire à faire. Hein. Anne Bézère aussi, qui a été secrétaire Je connais générale pas. à l'Élysée. Non, vous connaissez un petit peu Non, quand un même. petit peu, mais je ne connais Elle a pas. je travaillé vois avec pas. Anne Hidalgo, elle a travaillé donc Ce avec que je vais les vous dire là socialistes. est beaucoup plus profond. Oui, allez-y. Je vous l'ai dit, la démocratie française a un problème avec la présidentielle. Oui. Et vous voyez que vous me donnez des noms de gens qui n'appartiennent à aucun parti. Ah bah, qui ont été. Attendez, en fait. laissez-moi terminer. Oui. Qui n'appartiennent à aucun parti. Oui. Et qui doivent être Premier ministre pour gérer une majorité qui, elle, va être issue des urnes avec des étiquettes. Vous voyez le problème ? Ça veut dire que c'est le président de la République aujourd'hui, indépendamment de ce qu'est l'histoire, la construction de la démocratie et des partis politiques qui sont reconnus dans la Constitution comme faisant partie de la démocratie française et de la République. Là, tous les noms que vous m'avez cités, Audrey Azoulay, la secrétaire générale Anne de Bézère. Anne Bézère, après, allez-y. Oui. Ah Eh bah bien, non, bah, on voilà. va. C'est le problème. Oui. Quand il y avait... Ce sont Vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait des de choix de petits Chirac, par arrangements. exemple, après les législatives, il nomme Jospin, parce que Jospin avait été élu, avait conduit une législative, il avait gagné, de la même manière que quand il y avait des choix à faire pour Mitterrand avec Édouard Balladur, il y avait des respects d'un certain nombre de règles qui faisaient que on savait de quelle famille politique allait être issu le Premier ministre. Oui. Aujourd'hui, ça ne Donc pose plus de prise. ça n'a plus de sens politique, la nomination du Premier ministre. Si Ça n'a si qu'un ça sens. suivait ce cheminement, selon vous, ça Ce que n'a vous pas de avez sens. dit qui est très juste, Ouais. ça ne procède plus que du choix du président de la République. Et c'est même des choix personnels. Ouais. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et ce matin, cette liste que vous pourriez allonger, avec Véronique Bédag, avec d'autres, Oui, bien sûr. c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, le choix du Premier ministre ne dépend plus de ce qu'est la majorité au Parlement. Je laisse chacun y réfléchir 2 secondes et vous allez voir que vous allez partager ce que je pense. Il y a quelque chose qui ne va plus. Oui, mais peut-être pour répondre sur votre profondeur, comme vous l'évoquiez en fait à l'instant, que Emmanuel Macron a entendu certaines choses lors de cette présidentielle, et c'est pour ça qu'il veut ouvrir à d'autres personnalités, quoi. Non Oui, mais à ce moment-là, il a à construire, s'il le souhaite, une majorité qui doit intégrer cette diversité, mais de manière claire, affirmée et forte. Et il devrait y avoir, dans cette majorité, des gens qui, politiquement, sont ensuite capables de diriger un gouvernement au nom de sa majorité ou au nom de cette majorité. Là, on voit bien qu'on va essayer d'aller chercher quelqu'un complètement extérieur, qui ne s'est même pas présenté au niveau des législatives. D'ailleurs, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon se présentera lui aussi. Hein, il a dit non. Il a dit non. Bon, ben d'accord. Donc là, on a un vrai problème.
institutionnelle par rapport d'ailleurs à la conception de la 5e, et c'est pourquoi moi je milite pour un changement au niveau de cette 5e République, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ce soit représentatif, quoi. Voilà. Un mot alors, est-ce que vous allez, Julien Drey, créer un nouveau parti ou un nouveau mouvement? Est-ce que vous allez le faire, vous également, Stéphane? Moi, je me suis fixé comme objectif le 16 juillet un rendez-vous pour commencer à réfléchir et à analyser ce qui s'est passé, et j'écrirai un texte sur ce sujet. Pourquoi l'échec, la chronique d'un échec annoncé, et il date pas d'aujourd'hui. Enfin, je vais essayer de décrire tout le processus et pourquoi on en est arrivé là. Et puis deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette gauche aujourd'hui qui se revendique comme historiquement, c'est l'histoire nouvelle. C'est exactement le programme, j'allais dire, de 1981. C'est nationalisation, retraite à 60 ans, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nationalisation, retraite à 60 ans, oui, alors des banques, des autoroutes, tout un tas de choses. Et puis, 6e semaine de congés payés, on a l'impression qu'on est revenu exactement. Quand j'avais dit que c'était la gauche du passé, c'est quand même bien la gauche du passé. Alors on essaye aujourd'hui d'évacuer le débat. Mais on dit que c'est de votre responsabilité, vous les éléphants, oui, justement. Oui, alors ça j'adore cette expression qui consiste à éviter le débat en envoyant tout le monde à des références animalières. Ça prouve quoi? Ça prouve la faiblesse du débat politique et l'immaturité d'un certain nombre des dirigeants du Parti socialiste. Parce que n'avoir comme seul argument que celui qui consiste à dire c'est les éléphants qui reviennent et puis nous on est la nouvelle génération, je leur pose une seule question. Quand il y avait les éléphants, il y avait 120 000 militants et le Parti socialiste était à 20, 25, 30%. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a fait 6% aux européennes. Les municipales, les régionales, ce sont des élus locaux qui ont gagné. Et puis, elle a choisi Anne Hidalgo, puisque c'était sur la motion d'Olivier Faure, et elle finit à 1,7%. Et puis maintenant, elle passe armes et bagages derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est ça ? La nouvelle génération? Si c'est ça la nouvelle génération, moi je pense, et je le dis, que ce que nous sommes et ce que je suis méritent mieux que d'être dirigés par cette nouvelle génération. Alors. Elle est immature et incompétente. Voilà, bon, c'est dit. Un mot, tiens, puisque c'est le bac aujourd'hui, vous étiez un candidat stressé, vous vous souvenez de ce jour-là La première fois, j'avais oublié d'aller... Enfin, je m'étais trompé de lycée, donc j'ai été très bon, j'ai été très concerné, très stressé. J'habitais dans un petit village, à Lognes, dans ma commune. Il fallait que j'aille au Mans, donc c'était déjà une aventure. Et le stress, juste la veille, alors je savais pas c'était, mon père, je m'en rappelle, qui est instituteur, m'a passé un savon. Donc j'y suis allé, et voilà. Donc pas trop stressé, et pas trop concerné. J'étais pas un étudiant à l'époque très assidu, je préférais jouer au foot et faire beaucoup de choses. Ça vous a quand même réussi. Merci. Et c'est bien pour ça qu'il faut pas se stresser, c'est le conseil que je donne, ça peut réussir quand même. Merci Stéphane Le Foll, maire PS du Mans et ancien ministre, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.